Good evening. The Pondicherry Book Club is very happy to invite to present this evening the book of the month, Pondicherry that was once French India, and we have the pleasure of having the author, Mr. Raphaël Malangin, with us this evening, who will talk to us about this book and answer our questions. So, first of all, I'll give a few general information about the book, and then I will ask him the questions that he will answer, after which it will be open to the public. You can ask questions, and that's how we will end the evening. So first of all, some facts about the book. This is how the book is. It's quite a thick one. How can you get this book? You can order it on Amazon, and in Pondicherry, you can get it maybe at Focus, but surely at La Bottega, which is opposite the Lycée. This is not a new book. It's not a book launch. This book is already many years old. It was published in 2015, so it's not a new book. However, this book is not very well known by many people. That's why I'm presenting it this evening. Also, the book club has as an aim to present books about Pondicherry or by writers from Pondicherry. In this case, it's both. This book was published in 2015. The publishers are Roli Books, who are in Delhi. It's a Delhi publisher who has published this book. Another fact about this book is that originally this book was written in French, but here, in fact, we can only buy the English version. There is no French version. It has not been published. It exists only as an English translated version. So, the thing about this book is that Raphaël wrote this book in French, and then it was translated in parts. And I am one of the translators, which is why this book interests me also. The book has several parts, several chapters, and some of the chapters were translated by me, and some of the chapters were translated by Mr. Maurice Shukla, who was also a teacher at the Lycée Français. So, we will have this evening's conversation both in English and in French. We'll try to keep it as open as possible. So I will have to do a bit of what they call interprétation simultanée, which means you translate as you go, the way you must have seen when there are events with heads of states and someone is speaking and someone has to listen and immediately translate. It's not an easy job, I can tell you. In fact, I was thinking that the Alliance Française should have a course for interprétation simultanée, but someone told me, AI can do it better than that. You don't need translators anymore. Well, I don't know. Donc ce soir, on va essayer de faire cette présentation en bilingue. On va prendre les questions. Si vous voulez poser les questions en français, c'est bien. Si Raphaël répond en français, je vais traduire en anglais. Et je vais essayer autant que possible d'avoir les deux langues. Donc le livre a été écrit en français, mais on peut l'acheter, on le trouve que en cette version traduite en anglais. Et ce livre a été publié par Roli Books.
Ce sont des éditeurs à Delhi. Et ici, à Pondichéry, on peut acheter ce livre à la boutique qui est en face du lycée, qui s'appelle la Bodega. Normalement, on devrait aussi pouvoir trouver chez Focus, mais certainement on peut commander sur Amazon. Donc voilà. So I start. Raphaël, comment est-ce que vous avez eu l'idée d'écrire ce livre? Comment est-ce que ce livre a été conçu? Et quel était le processus? How was this book written? What was the inspiration behind? How did this book get written? Merci, Céline. D'abord, je voudrais quand même féliciter tous les gens qui sont venus ici, malgré la pluie. C'est tout à fait touchant. Surtout pour un livre qui, comme on l'a dit, a été publié il y a 8 ans déjà, et qui en fait m'avait pris environ, je dirais presque une dizaine d'années à développer. À l'origine de ce livre, tu m'arrêtes quand il s'agira de très bien. Donc à l'origine de ce livre, il y avait une demande de l'INTAC Pondichéry qui était qui venait de naître, enfin qui avait quelques années à ce moment-là, et qui cherchait un auteur qui pourrait éventuellement résumer rapidement l'histoire de Pondichéry dans un livre qui soit grand public d'abord. Et donc he says that first of all he wants to thank all the people who have come braving the bad weather. And I'm sorry, I was supposed to make this announcement earlier, but I'm doing it now. The director of the Alliance Française, Laurent Janicou, has excused himself. He would have loved to have been here, but unfortunately he's in Delhi today. So even if he wanted, he couldn't come. So this book was in fact something that was initiated by INTAC. This is the symbol of INTAC, Indian National Indian National Trust for Art and Cultural Heritage. Okay. Indian National Trust for Art and Cultural Heritage. So this organization wanted him to write a book on the history of Pondicherry, but not as a specialist thing, not as a scholarly thing, but for the general public, and something that would sum up the history of Pondicherry in a brief way. Donc en fait, c'est toute une partie de ma vie, ce livre, puisque au moment où Ajit Koujalji, peut-être certains l'ont connu ici, qui était le directeur de l'INTAC, donc au moment où il me demande ce livre, avec une contrepartie qui était essentiellement la possibilité d'avoir un visa d'un peu longue durée. À l'époque, je n'étais pas encore enseignant au lycée français. Donc ce livre devait s'adresser au grand public, comme on l'a dit, mais on avait en fait très peu de ressources pour le faire. So, in fact, there was an architect called Ajit Koujalji, who was at that time heading the INTAC, and he's the one who approached Raphael. At that time, when this idea started taking shape, Raphael was not yet teaching at the lycée and did not have a long-term visa. So there was also this question to be solved. Donc avec très peu d'argent, nous devions faire un livre. Donc je pense pour Ajit, il était entendu que ce livre était un livre très classique, le genre de livret qu'on peut trouver, très peu d'illustrations, voire aucune illustration. Et on avait eu cette discussion pendant assez longtemps sur le fait que si on devait faire un livre qui reprenne, disons, les choses les plus cardinales de l'histoire de Pondichéry,
valait mieux qu'on travaille aussi sur l'illustration. C'est une chose qui était assez peu faite en Inde, ou du moins très peu faite de cette manière. So this book, when it was first started, very soon they realized that this book should have a lot of illustrations. And in fact, this is the most important point of this book. I will just show you. It is full of illustrations, which brings the history of Pondicherry alive. Without these illustrations, it would have been absolutely boring. But it has got paintings, etchings, photographs, a lot of visual material is there. So to collect that, it was the most important thing that was decided. Alors oui, la collecte des documents a pris pas mal de temps, c'est vrai, d'autant plus que sans pratiquement de budget, il a fallu faire un petit peu tout soi-même. C'est souvent le cas à Pondicherry, si on veut faire quelque chose, il faut le faire soi-même. Donc il a fallu en fait acheter beaucoup de documents en France, qui étaient souvent des copies, mais qui pouvaient être très intéressants visuellement. On a eu aussi recours au musée de Pondicherry, notamment pour un livre assez célèbre qui était illustré au XIXe siècle, de Burnouf et Jacquet, qui s'appelait L'Inde française, ou collection de dessins lithographiés. Et it's going to be like this. So to get the material, for the images for the book or other research material, it was very difficult because not everything is available here. Also a lack of funds. So things were taken from Pondicherry as well as from France, which the material of which had been used for a much well-known book. Comment ça s'appelle, L'Inde française. L'Inde française, French India. So already these images were already collected for that publication. Et, naturellement, de nombreuses photos anciennes dans les collections de cartes postales, qui sont aussi très connues. Et on voulait sortir de ces collections de cartes postales pour avoir des images un petit peu moins connues, un petit peu moins déjà vues. Donc il a fallu essayer d'aller trouver des originaux qu'on a pu trouver dans certains cas. So maybe some of you are familiar that on the internet, at least every now and then we have this series of picture postcards which show Pondicherry as it was. But then they decided that they would come out of this not just be limited to picture postcards, because there is so much more information outside those picture postcards. And maybe now we don't understand the importance of picture postcards, but once upon a time people wrote letters, and when you wrote letters to people and you wanted them to know what a place looked like, you had these pictures that you could write at the back of it and post it, and then the person could see the picture. So I'm saying this because we live in an age now where it's instantaneous and anybody can send any image to anybody instantaneously. But in those days, you had to post that postcard, and that was a very fine way of communicating. So, as he says, they had to look for more pictures other than picture postcards. Donc, pour finir sur la présentation du livre, il a fallu en fait choisir ici, faire le design ici. C'est moi qui l'ai fait à cette période-là. Maintenant, je ne ferai plus un travail pareil, c'est beaucoup trop lourd. Vers 2013, en fait, l'éditeur s'est intéressé au projet et a demandé notamment des changements assez considérables. Donc il a fallu encore une fois refaire le livre, mais au final, il a été publié
d'un commun accord entre moi, l'INTAC et Hollybooks à New Delhi. So, as it was, the book was in preparation when the first material was sent, they wanted many changes, so again these changes have to be incorporated, and this is why it took much longer, but ultimately it's a work of coordination, collaboration between the writer, Hollybooks and INTAC. Okay, so then I'm going to start by asking a few questions, and then it will be open to you. So, as everybody knows that in fact the French were here, and this is known as a French comptoir, now everybody says it's a French colony, etc. But in fact, before the French came here, the Dutch were here, and the Dutch had their own East India Company, in the same way that the British had their East India Company and the French had their East India Company. So the Dutch presence was there before the French, but we don't know much about it. So, can you talk to us a little bit about this Dutch presence? En fait, tout le monde sait que Pondichéry, que les Français ont été ici depuis pendant plusieurs siècles. 3 siècles, c'est ça? La présence française a été ici établie pendant 3 siècles. Mais avant les Français, il y avait les Hollandais. Mais il y a très peu de gens qui savent qu'il y avait les Hollandais ici. Et donc, je demandais à Raphaël s'il peut nous raconter un peu quelque chose à propos de la présence hollandaise. Oui, alors, pour ce qui est des Hollandais, en fait, la période où ils ont été les plus présents à Pondichéry, c'est à la fin du XVIIe siècle. Donc, ils viennent en fait à la suite d'une guerre franco-hollandaise et les Français qui étaient déjà installés à Pondichéry donc en sont chassés pour une petite on va dire 6 à 8 ans. Mais c'est vrai en tout cas qu'avant l'arrivée des Français, donc en 1673, plusieurs nations européennes fréquentaient déjà Pondichéry. En particulier avant 1650, on avait donc des loges européennes à Pondichéry, et dans l'ordre, on a vu passer donc à Pondichéry des Portugais d'abord, de temps en temps quelques Français dans mon souvenir, des Malouins, et surtout des Danois qui sont eux restés assez longtemps et qui avaient une loge permanente très, très petite, qu'on situe généralement, les Danois, qu'on situe généralement là où était le Fort Louis, c'est-à-dire en fait sur Paradis Park actuellement. Et c'est à la suite de ces Danois que les Français viennent et s'installent. Mais ils s'installent. So, in fact, in the French period, actually officially we counted from 1673. But before that, there were a few other Europeans, people who had come here and spent some time, had worked from here. So the first Europeans to come and establish themselves were actually the Portuguese, who had been in India before that. I believe they came along the coast and they settled in Pondicherry. Then a few French came, after which came the Danish. There was a Danish lodge where there is now the Paradis Park. There used to be a fortress, and the Danes, the Danish people had first established a small establishment there, and they were there for a few years, and then they left, and after which only the French came, but the Dutch came. The French and the Dutch were a little bit before, a little bit after. Je vais préciser peut-être un peu. Donc, les Français donc, s'installent notamment
à Pondichéry avec un envoyé qui s'appelle Bélanger d'Espinay et qui sera plus tard relayé par le célèbre François Martin, premier gouverneur aussi de Pondichéry. Durant cette période, en fait, les Français ont davantage probablement une grosse loge qu'un véritable comptoir. Mais au moment de la guerre franco-hollandaise, à la toute fin du XVIIe siècle, donc les Français sont délogés de Pondichéry par les Hollandais qui viennent de Nagapatnam, et donc un pouvoir hollandais s'installe. Et là, effectivement, il y a une certaine importance, on va en parler. So there was a Franco-Dutch war, after which the Dutch established themselves, and it was a period of 8 years, more or less. But this was, François Martin had already come, or he had not yet come? Oui, il est déjà arrivé, il a pris la direction du comptoir, mais après donc, la paix de Ryswick, Pondichéry va être rendu aux Français. François Martin revient avec le titre de gouverneur, et donc il sera le premier gouverneur de Pondichéry pour la France. So François Martin was already here, after which the Dutch came, and they had to leave, but they pushed them out. The Dutch came from Nagapattinam. And in fact, there was some kind of a treaty between the French and the Dutch, for which reason Pondichéry had to be handed back to the French, and after which François Martin then became the first governor of Pondichéry. Alors la période hollandaise est particulièrement intéressante parce que on a découvert finalement assez récemment, pour l'histoire, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine peut-être maintenant, que donc, les archives de Valais possédaient des plans de Pondichéry très anciens. C'est notamment le travail de mon ami Jean Deloche, qui est décédé il y a quelques années, et qui avait publié ces plans. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces plans? Alors, première chose, on voit l'état de la loge de Pondichéry, qui est en passe de devenir un comptoir en 1693, donc au tout début de l'installation. Et on voit aussi les plans que les Hollandais ont prévus pour Pondichéry. Et c'est des plans d'une importance considérable. C'est-à-dire, juste conclure, c'est-à-dire que les Hollandais avaient en fait des ambitions pour Pondichéry qui étaient extraordinaires. Ils voulaient en faire un des grands centres de la VOC en Inde. Yeah. So the Dutch East India Company was known as VOC, because that's in the Dutch language, it means the Dutch East India Company. In fact, Jean Deloche, who used to be at the Institut Français, was the one who wrote, did you write about the, well, you see this, the street plan, which is like this in a Greek pattern, was actually the Dutch who made the streets in that pattern. And it was not, people, I know that several decades ago, everybody used to say, oh, the French have made this grid pattern. In fact, no, it was the Dutch who made the grid pattern. Not only that, they had, Jean Deloche also found maps, which was their plans for the future, what they wanted to do. There was also the maps of what they did in the streets, this map of Pondichéry as it was when the Dutch were there, but also what they proposed to do in future, which means that they had plans to stay here for much longer. They were not thinking of leaving so soon. Alors, donc le plan des Hollandais, est-ce qu'il a été mis en place par les Hollandais? A priori, ils n'en ont pas eu le temps. Probablement, on avait dû certainement commencer quelques travaux, mais quand les Français reviennent, et notamment François Martin, ils ont donc une ville qui est toute prête, en quelque sorte.
Et donc c'est eux qui vont mettre en place le plan directeur de Pondichéry, qu'on peut qualifier comme, on va dire, un urbanisme international pour l'époque. Et donc les Hollandais étaient en Inde depuis très longtemps, ils connaissaient bien le pays, ils connaissaient ses coutumes, et du coup le plan correspond en fait à une organisation très élaborée qui tient compte en fait des questions de caste, de pureté et d'impureté, et qui tient compte aussi d'une organisation économique. C'est-à-dire, ici, pour Pondichéry, la production de textiles, essentiellement, qui est en fait l'une des raisons d'être du comptoir. Enfin, sinon, la raison d'être du comptoir. Okay, so in fact, when the French came, when François Martin came back, when the Pondichéry was handed back to the French, they found a city which was already a town, which was already made, a ready-made town for them. Now the Dutch had been in India for a very long time, and they knew about the customs and traditions of India. So when they did the planning, it was like an urban planning, a design of Pondicherry, the streets, the various areas. It was done keeping in mind these traditions and customs, etc., which is why the streets were divided according to caste. Certain castes lived on certain streets. And also it was for economic reasons. In fact, when Pondicherry first became a trading center, the most important thing which was being traded was textile, cloth. And there were a lot of weavers who had been invited to come so that this textile export would be established properly. It was a very profitable business. Non, donc sur cette question des Hollandais, il y a une chose qui, moi, me paraît un petit peu saillante, c'est la manière dont ils ont été conseillés par des pandits indiens. Donc ça demanderait évidemment des recherches complémentaires, notamment dans les archives de La Haye, où se trouvent rapatriées pratiquement toutes les archives venues d'Asie. La Haye. Oh, yes. So in fact, in trying to find these plans, etc., they have to take the help of the pandits. Is that it? Who could advise them, and they had to consult the old documents, the archival material, which had all been sent from Pondicherry to The Hague. Okay. The next question is: so in fact, the French territory in India, French India, was actually much bigger than what it became at the end. Now we know that there was Pondicherry, Mahe, Karaikal, and Chandanagar, Yanam, but I cannot forget Yanam. So, but in fact earlier, the Pondicherry territory is stretched much more in the south, and so the question arises: how did it get diminished to only these 5 small pockets? Alors sur cette question, en fait, il faut préciser un petit peu ce qu'on entend par territoire. Est-ce que le territoire de Pondichéry d'aujourd'hui est beaucoup plus grand que celui qui était, beaucoup plus petit, pardon, que celui qui était au XVIIIe siècle? Moi, je dirais pas beaucoup plus petit. La raison est que, en fait, le territoire qui relève de la Compagnie des Indes françaises, c'est un territoire qui a été, on va dire, acquis par des négociations avec les nababs locaux. Alors, le premier d'entre eux, c'est le nabab de Valkandapura, donc un État qui d'ailleurs a disparu assez rapidement au XVIIIe siècle et qui se trouve au sud de Pondichéry.
Alors qu'est-ce qu'il donne en fait le nabab de Valcandapon? Il donne essentiellement la région de Pondichéry, et d'ailleurs plutôt petite, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas les villages qui sont tout autour, à l'époque on appelle des allées. Et ensuite, progressivement, donc, les Français ont négocié d'autres territoires et autour d'autres comptoirs. Bon, alors, on connaît bien celui par exemple de Mahé, celui de Caracal, celui de Yanam. Il y en avait d'autres, celui de Patnam par exemple, évidemment Chandernagor, et autour de Chandernagor, une bonne quinzaine de loges qui sont des loges secondaires, autour duquel il peut y avoir quelques champs, quelques espaces pour, on va dire, subvenir aux besoins de quelques personnes. Alors le plus gros comptoir, évidemment, ça va devenir Pondichéry, et il va nécessiter, là encore, beaucoup plus de territoire pour avoir une autonomie, on va dire, minimale. Well, it's not that easy to understand. In fact, Raphael says we have to define what you mean by territory. They often negotiated with the Nawabs to get some land or area, after which they probably renegotiated with others and changed it. Because you see, the question always arises, how come you have Pondicherry on one side and then you have Mahe on the other side? What happened in between, you know? So surely there must have been a link. So it was constantly fluctuating, and also around Chandanagar there were smaller areas, enclaves, smaller villages and towns which were connected to Chandanagar and who depended on that. In the same way that around Pondicherry there were several villages which were connected to Pondicherry, but they were villages. Oui, donc la connexion, effectivement, elle n'est pas si évidente que ça, puisque ce sont des territoires épars. Donc pour Mahé, par exemple, la connexion avec Pondichéry, ça va se faire par voie maritime essentiellement. Et donc à certains moments dans l'année, puisque en fait la route maritime n'est pas praticable, par exemple en cette saison. À l'époque, hein, on est le marine à voile. Alors maintenant, la distinction fondamentale, c'est ces territoires qui sont des petits territoires, qui ne sont là que pour alimenter un comptoir nécessairement réduit en nombre. C'est pas l'équivalent de la zone hégémonique que la France a eue à partir de 1746-48 et pendant, on va dire, une quinzaine d'années. Ce ne sont pas les territoires de la compagnie que Dupleix conquiert. C'est en fait très différent dans son esprit. The connection, of course, he says, between Mahe, Karaikal, Pondicherry is by the sea route, because they are all on the coast. So the connection was with ships traveling along the coast, and they kept, even Chandanagar is on the coast, so along the Ganges. So these connections were in this way. And then there were the villages which fed, they depended on these villages. You know, when there is an establishment, you need so many things. You need food, you need clothes, you need all sorts of things that come from various villages. So the connection was like that. There were very small parts. Ce sont des territoires très hétérogènes et très petits. Mais à partir de la venue de Dupleix, la France, en fait, ou plus exactement les représentants des Français en Inde, vont changer de politique. Et du coup, la politique expansionniste de la France, ça va être une politique essentiellement indirecte. C'est-à-dire qu'il va s'agir, en fait, au moment de la guerre de succession d'Espagne, de succession d'Autriche,
il va s'agir de s'assurer une position dominante dans la partie du sud du continent, en utilisant en fait les relations qu'on pouvait avoir avec les Nawabs et les Rajas du sud de l'Inde, et en s'efforçant, en leur fournissant, on va dire, éventuellement une aide militaire, de les mettre dans une position de pouvoir. Et donc ça va être le cas lorsque Duplex va placer deux personnages qui sont bien connus historiquement, qui sont Chanda Sahib, qui va devenir l'oncle Nabab d'Arcade, mais aussi un autre personnage, Moussa Farian, qui lui va devenir Subhad du Décan. Et Subhad du Décan, c'est quand même à l'époque la domination de pratiquement tout le plateau du Décan jusqu'au sud de l'Inde. Donc placés par Duplex, ces deux personnages sont effectivement redevables à la France. Le territoire qu'ils contrôlent n'est pas le territoire de la Compagnie des Indes, mais malgré tout, c'est un territoire sous influence française. In fact, once Duplex came here, the attitude of the French living in India changed towards the way they were going to control whatever areas they had. And it was the French who put particular people like Chanda Sahib and Moussa Farian, who were placed by them, therefore they were controlled by them, even though they were not really owning those territories. Donc voilà, en fait, on doit faire la différence entre le territoire de Pont-Michel contrôlé par la Compagnie des Indes, véritablement, et le territoire de la zone d'influence. Alors quand même, il y a donc au milieu du XVIIIe siècle quelque chose à relever, c'est-à-dire que Duplex arrive à se faire, on va dire, attribuer les quatre cercles, ce qu'on appelle les cercles du Nord, c'est-à-dire des provinces qui sont sur la côte de l'Orissa. Et ces quatre cercles sont effectivement sous la domination directe de la compagnie. Et là, ça fait quand même du terrain. Mais évidemment, donc, à la faveur de la guerre suivante, les Anglais qui ont compris comment fonctionnait la politique de Duplex vont l'appliquer contre lui. Et très rapidement, ils vont, Pondichéry va perdre tous ces territoires acquis pendant le gouvernement de Duplex, et un petit peu après d'ailleurs. Et en fait, on va revenir à la fin de la guerre de 7 ans au territoire des comptoirs, au territoire possédé par la Compagnie des Indes au début du XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, on ne va pas se priver pour enlever aussi un certain nombre de villages qui avaient été donnés à Duplex pendant cette époque. Donc en fait, à la fin de la guerre de 7 ans, c'est-à-dire en 1761 pour l'Inde, donc la France redevient plus faible qu'elle n'a jamais été en Inde. So, in fact, there was a 7 years war, battle war between Great Britain and France. During this period, slowly the British took most of the areas, the territories over which the French had influence or certain amount of control. And slowly, this is how the British gained much more of the territories, and the French areas became reduced much more. And that's how this. My question at the beginning: how did the French at that time there was French East India Company, how did it get so diminished? So evidently it's the internal British versus the French. Shall we ask them to ask the questions now? Let's take questions from you now. Yes, please, Rajan, you take mine. Give it to the gentleman in the white shirt.
Yeah, thank you so much. My name is Dennis. I'm a researcher from Germany, and I'm looking in particular into coastal issues in Pondicherry. And yeah, I was wondering if you've done some research on the role of coastal infrastructures that have been built by the French. There is a jetty and a seawall, and I was wondering what's the role, and especially from a post-colonial perspective, since coastal erosion is an ongoing issue, and the way to respond are constructing seawalls, and yeah. Okay, so how is he's a researcher from Germany? Yeah. Yeah, and he would like to know what were the French. Sorry? He said in English. Yeah. Said in English. I'm getting all muddled. I think I'll be thrown out if I ask for a job as this. Let me take your mic then. Il nous demande comment est-ce que les Français ont travaillé sur les côtes, ce qu'ils ont fait pour construire les murs. Il y avait, si vous regardez les vieilles tableaux, vous allez voir qu'il y a des grands murs qui sont tout au long de la plage. Et avec cette question de... comment on appelle ça? Erosion. Qui se passe maintenant, comment est-ce qu'on pourrait s'aider, comment est-ce qu'on pourrait prendre la technologie qu'avaient les Français pour résoudre les problèmes maintenant, c'est ça? Bon, alors sur les questions d'érosion, en fait, donc ce qu'on pense savoir, c'est qu'au XVIIIe siècle, il y avait une plage de plus de 200 mètres de long devant Pondichéry, que cette érosion côtière n'est pas récente, puisque en fait, au début du XIXe siècle, on commence à voir apparaître donc une érosion considérable. La plage se réduit petit à petit, probablement pas aussi vite qu'aujourd'hui, mais petit à petit. Enfin, bon, aujourd'hui, donc, elle apparaît par la magie de la technologie. Mais, donc, cette érosion, elle est souvent liée à des grands cyclones qui balayent la côte du Coromandel, et ça, c'est pas de vous non plus, en fait. Alors, pourquoi en fait on s'est intéressé à la protection de la ville? Essentiellement parce qu'on a commencé l'embellissement de Pondichéry dans les années 1820, 1824, et en 1829 on ouvre donc une grande allée devant la mer qui s'appelait à l'époque le cours Chabrol. Sauf que 3 fois de suite elle est balayée totalement par les cyclones, et la route s'effondre complètement, malgré la présence d'une plage qui était encore assez importante à l'époque. Donc on essaie de la stabiliser, notamment en mettant des plantations de cassures, ce qui ne suffit pas vraiment. Est-ce qu'il y a eu une construction d'un mur à l'époque par l'ingénieur? Je vais y venir, monsieur. So, in fact, the erosion which we see now is nothing new. Apparently, before 1820, there was a very, very wide sandy beach. Raphael says it was about 200 meters. And then it disappeared slowly. One of the reasons was this huge cyclones which hit this coast annually. In fact, in 1820s, there was what is now the Cours Chabrol, the beach road. What is it? Official name is Goubert Avenue. We have all known it as Cours Chabrol. In fact, if you see old photos in this book, you will see there was a very, very small road, not that wide, and there were casuarina planted all along. The intention was to hold the earth. But even that got destroyed.
and it was rebuilt. Alors, pour éviter les reconstructions on va dire, permanentes, on a effectivement, à partir des années 1850, pensé à protéger donc cette allée, cette avenue, par un mur qui effectivement donc irait pratiquement du sud de Pondichéry au niveau de Parc à Charbon, pour ceux qui connaissent, jusqu'au nord et par extension dans les années 1860 on a été pratiquement jusqu'à Gros-Chicouma. Ce mur en fait a joué son rôle pendant assez longtemps, mais les questions par exemple d'érosion sont quand même posées, notamment à la faveur dans les années 1870 de la construction du pier. Le pier, donc c'est ou wharf, comme on veut, ou jeté, donc qui avait été construit exprès pour en fait accueillir les passagers des messageries impériales qui venaient de faire escale à Pondichéry. Évidemment, ça avait aussi un autre rôle. Le rôle était de favoriser l'exportation de matières pondéreuses, et en particulier à cette époque-là, c'était les arachides. Alors, so in fact, in 1850, this very thick wall was constructed in order to make it very solid, so that they wouldn't have to reconstruct it again and again. So this the wall which to the south starts from the Park Guest House and continues a little beyond, almost up to Kuchikupam, was built at that time. But in 1850, but in 1870, when they built the old pier, this created a bit of problem. The old pier, we say old pier because most people don't know that there was a pier where there is Jeté, where there is Gandhi statue now. Starting from there, it went into the sea, and it was, now you can only see a few stumps coming out, but in fact it was a solid wharf, a pier which went deep into the sea. The purpose of that was to be able to get the passengers who came in the ships so that they could disembark there, as well as to facilitate the loading and unloading of goods which were being sent to France as trade. And at that time, one of the main things that was being exported to France was brown nuts, peanuts, which was cultivated in Pondicherry. Elles étaient cultivées en fait dans la région de Pondichéry, plus exactement, et aussi dans l'arrière-pays. Ça demanderait des développements. Alors, le problème qui s'est posé avec le pier, c'est que plus on le construisait, et plus en fait le sable s'amassait à ses pieds. Donc, ce qui a nécessité en fait plusieurs allongements. Ça a été jusqu'à 380 mètres de pier. Alors, le pier était en construction métallique, avec en pièces détachées, importées de France en fait. La société de construction des Batignolles l'avait fait, et puis l'avait monté sur place. Donc, en fait, très rapidement, il ne pouvait plus servir à sa fonction. Sa fonction, c'était d'éviter que en fait, les passagers et les marchandises soient mouillés à cause de la triple barre qui se trouvait devant Pondichéry. Donc, la triple barre existait essentiellement parce qu'il y avait des masses de sable considérables dans la rade. Et donc, plus on avançait, plus le pier, en fait, ou la jetée, se trouvait ensablé. Ne servait plus du tout à ce qui a été fait. Du coup, il a pratiquement été détruit 3 fois avant de disparaître complètement en 1952.
that old pier completely was destroyed in a cyclone in 1952, but it was destroyed several times before that. Also because there was these sandbars on the coast, in the sea, just at the level of the coast in Pondicherry, which the more they extended the pier, the more sand gathered around it, and that created difficulties. Est-ce qu'on peut-être une autre question? Maybe another question? Please, can you pass your microphone? Here. I want your opinion regarding this controversy of this building which you see here. We used to call Pass the Goal. Now they call it Eye Mandava. And do you agree the theory of Vijayanagar, the king, my Vijayanagar Maharaja, coming here and that lady of this Ayama? And do you agree with that story? And Napoleon III, the emperor. C'est La Fontaine qui est au milieu. Non, il connaît. Sorry? Il connaît. Oui. L'accident, il connaît He bien. didn't hear. Lui comme moi. Alors, bon, effectivement, pour ce qui est du monument qui est au milieu de Bharati Park, alors, il est localement effectivement appelé Ayali Mandapa, du nom d'une Oui, justement, Dr Nalam te pose la question, est-ce que tu es d'accord avec cette histoire? Est-ce que c'est... Quelle est votre opinion sur ça? Oui. Mon opinion, c'est que la première fonction du bâtiment, c'est d'être une fontaine. Ce qu'on peut encore voir à l'intérieur. Et donc, c'est la première fois que, on va dire, l'eau courante est amenée à Pondichéry en 1800. Alors, ça a pris beaucoup de temps parce que le bâtiment a aussi toute une histoire. Enfin, le projet date des années 1850 et il ne sera réalisé qu'en 1863, complètement. Donc, pour en venir à Yahi, donc il y a une plaque sur le bâtiment qui rappelle cette histoire. C'est une plaque originale en granit ou bien c'est une plaque placée plus tard? Alors ça, je ne sais pas positivement, mais il me semble que la plaque est ancienne. Et mon point de vue sur la question, donc pour les auditeurs, Yahi est une danseuse qui aurait en fait donné à Pondichéry, c'est un peu vague, mais donné au Raja un tank, c'est-à-dire un réservoir, à un endroit un peu plus au nord, à l'ouest de Pondichéry, où se trouve une source d'eau potable, et elles sont rares ici à Pondichéry. Localement, l'eau qui est puisée dans les puits est saumâtre, donc ça a toujours posé des problèmes. Donc cette eau, ce tank, ce réservoir aurait été donné par la Bayadère qui possédait le terrain et qui... Moi, je demande une question simple. Est-ce que le roi Vijayanagar Maharaja, Krishnadeva Raya, est venu passer à Pondichéry parce qu'il est mort en 1620? Alors, comment placer les Français n'étaient pas là, il y a que des marécages. Oui, alors il n'y a pas que des marécages en 1620, il y a probablement une ville indienne. Très probablement une ville indienne. Au-delà, bien plus loin peut-être. Les Français sont arrivés à 1673, 1660, à peu près. Mais Vijayanagar Krishnadeva Raya est déjà mort. Oui, bien sûr. Alors, comment associer ça? Donc alors, bon, pour ce qui est du monument lui-même, je vous réponds directement. Pour moi, en fait, il y a des indianistes assez importants à Pondichéry à l'époque où il a été créé, en particulier Ariel, que vous connaissez sans doute, monsieur Dalla. Donc ces gens-là se passionnent pour le folklore. C'est l'époque où en France on collecte les contes, en Allemagne aussi, en Irlande, on les publie, etc. On se passionne pour le folklore. On fait exactement la même chose ici. Les indianistes qui sont là, qui sont des indianistes français, collectent les légendes locales. Et il se trouve que
ça correspond bien à ce qu'on veut faire au milieu de la place du gouvernement en ce moment. On veut donc une histoire à coller à un monument qui est là pour donner de l'eau à Pondichéry et montrer qu'on s'occupe de la population en lui donnant de l'eau propre à volonté. Pour moi, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que l'histoire en question, qu'elle soit juste ou qu'elle soit fausse, c'est pas vraiment ici le problème. Le problème, ça a été de faire en sorte on va dire, d'inscrire le monument dans une histoire beaucoup plus longue. Et donc d'inscrire la présence coloniale française peut-être aussi dans une histoire beaucoup plus longue, celle des bons gouvernants, entre guillemets, ce qui n'est pas nécessairement le cas. On est bien d'accord. De toute façon, il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est très clair. Bon, pour moi, c'est une fontaine. C'est avant tout une fontaine. So, as you must have understood, this whole question of this monument, which is called the Ai Mandapam, and the story that is written there on the plaque is that it was donated by a courtesan, a dancer, who gave a tank which had drinking water, and this water was brought into the town. The question is this true? How true is this story? Considering that sometimes it is said that it was Krishnadeva Raya, the king, or the Vijayanagara king, who was connected to this story. So Raphael says, for me, it's just a fountain of drinking water. Whether it's true or false, this story is not so important. Also, it's the French who probably collected this legend, because at that time it was very much the done thing to collect legends of local places, and possibly this was a legend which was going around, and they took it to make the people feel that their governance, the French good governance, went back further than it was, to make people understand that they have been thinking about how to bring the well-being to the people of Pondicherry, and that connecting the two would give the French a little more authenticity and a longer period of governance. Juste une précision, donc les légendes peuvent aussi avoir des fonds de vérité. Le problème vient de pouvoir le prouver. Il n'y a pas de preuve. In fact, there is no proof that there was such a person like Ai, and that there is no proof that this happened. But as Raphael says, even legends can have something true from which it was born. Previously, it used to be called Place de Gaulle. Place de There Gaulle. is a plaque there. I used to go there. I'm a Pondicherryan. I used to come and play there. Après 1945, Voilà, Place de exactement. Gaulle, avant 1945, place du gouvernement, et longtemps avant, c'était l'endroit où se trouvait le Fort Louis. Voilà. Yes. That very same Et place. cette histoire, used to be excusez-moi, madame, fortress. une minute. Est-ce que vous justifiez le souterrain, soi-disant souterrain, qui existait d'ici au Fort Genlis? Alors, à propos du souterrain qui aurait relié en fait donc quasiment le parc jusqu'à la Jinji, c'est là pour le coup une légende qui a lieu. J'ai appris récemment que en fait pratiquement au-dessous des grandes colonnes sur la petite place se trouvait effectivement, semble-t-il, une bouche d'égout qui se trouvait Non, encore il y avait des sur la ligne. entrepôts. Moi, je me rappelle d'avoir joué sur les bancs. Il y avait une sorte d'ouverture. Vous voyez, les portes, les 4 portes, juste en face de qualité hôtel. Il y avait des canons et il y avait des masses. Et là, il y avait un entrepôt, des armes à l'époque. Et c'est là on disait que de là, ça allait jusqu'à Genlis. Et moi, scientifiquement parler, c'est pas des armes. Alors, c'est pas possible, la nature du terrain ne le permet pas.
Mais dans les années 30, Gabriel Jouveau-Dubreuil, qui était grand archéologue local, et puis aussi, pour ceux que ça intéresse, professeur du lycée, avait engagé des fouilles qui ont montré en fait les soubassements de la porte marine du fort Louis. Et cette porte marine donc avait des soubassements assez profonds puisqu'il y avait des douves vraisemblablement. Et donc on avait découvert un certain nombre de marches qui menaient vers des pièces qui étaient des pièces sécurisées contre les boulets, les bombes. Et probablement le fait de voir ça, parce que les fouilles ont été visibles pendant probablement 7 ou 8 ans, elles étaient ouvertes. Je crois que c'est à la fin des années 30 qu'on les a rebouchées. Et donc vous pouvez voir ces marches qui descendaient vers quelque chose qu'on ne connaissait pas, et ça a donné probablement lieu à cette légende d'un tunnel qui irait de Pondichéry à Gingee et qui serait relié évidemment à toute une mythologie autour de Duplex. So, in fact, there is a legend that there was a tunnel which went from what is now the Bharati Park all the way up to Gingee. So, in fact, probably the genesis of this legend is that when excavations were done by Jouveau Dubreuil, who was an archaeologist, they did some excavations and they found the foundations of a gate which had been made between the fort and the sea, and evidently there were some steps going down which could have led to underground rooms, small tunnels where the French could have protected themselves in case of being attacked. Is that it? Or from the weather, or from the cyclones? No. It's like a storeroom also, maybe some It would have been a storeroom for the arms keeping their arms, etc. So when people saw these steps going down somewhere, evidently the myth started that, oh, there was a tunnel which went all the way to Gingee and people could escape from there and all that if they wanted. Maybe imagination of an historian. Yes, maybe somebody imagined this. Yes. But as he says, it would not be possible to have such a long tunnel. This kind of land would not allow it to happen. What is the time now? Saikat, what time is it? 7:40. Okay, so we should end probably. One question. Oh, Tapas, yes. Bonsoir, merci. J'ai travaillé à l'ambassade de l'Inde à Paris, et à cette époque, c'était entre 83 et 92, il y avait beaucoup d'Indiens qui venaient du gouvernement central de Delhi à Paris à travers l'assistance de l'ambassade de l'Inde par rapport aux chercheurs qui volaient des microfilms sur les archives de Pondichéry durant le temps de la colonisation française. Et il semblerait qu'ils devaient aller à Aix-en-Provence, où tous les archives de l'histoire de Pondichéry et de Marie, tous les autres 5 comptoirs étaient étaient conservés là-bas. Et il y avait une règle, une loi en France, c'est que personne ne pouvait y accéder avant 50 ans. Donc ma question c'est pourquoi attendre 50 ans avant de rouvrir aux chercheurs les archives pour des doctorants? Attendre 50 ans. Oui. Moi j'ai vu des documents de simplement. Oui, mais il fallait attendre un certain nombre d'années. Peut-être que je me trompe, c'est pas 50 ans, mais peut-être 30 ans. Est-ce qu'il y a une règle comme ça qui existe et pourquoi? Pourquoi attendre si longtemps? Let me just translate that. So Tapas is asking, she worked in the French embassy in France. Indian embassy. Sorry, the Indian embassy in Paris, and where she met, she saw that a lot of people were coming to do research, and they were looking From the central government. from the central government of India,
wanting to do research on the history of Pondicherry, and they were told all the time that all the documents which had been stored at Aix-en-Provence, that there was a rule that they would have to wait for 50 years before these documents were declassified and that the public could see it. Tapas is asking why was there this rule that people could not have access to archival material at that time. You have to just justify that you are a research scholar and that you are doing some work on that. Juste finir ma question. En fait, je ne sais pas. D'abord, j'aimerais avoir cette réponse. La deuxième question, c'est-à-dire, les Indiens pouvaient aller à Aix-en-Provence, mais faire du microfilmage, mais des originaux. Ça, c'est vrai. Bon, alors sur les règles d'accès aux archives, bon, je suis peut-être pas le mieux placé, mais j'ai quand même passé pas mal de temps, parce que en fait, à la suite de ce livre, j'ai repris des études tout sous la direction de Jacques Weber, qui est l'un des grands spécialistes de l'histoire de l'Inde française en particulier. Moi j'ai consulté surtout des documents du XVIIIe siècle, donc le problème s'est jamais vraiment posé, parce que tous les gens qui sont concernés par ces documents sont morts depuis longtemps. Alors, pour ce qui est des archives contemporaines, là évidemment les choses sont différentes, parce que les acteurs sont en partie toujours vivants. Alors, un certain nombre d'archives sont pas interdites de consultation, elles sont restreintes et soumises à autorisation. Essentiellement, c'est pour protéger les personnes qui sont citées dans ces documents, en particulier pour les archives politiques et par ailleurs, bon, pour les archives civiles et notamment judiciaires, bon, on comprend que tout le monde n'a pas forcément accès à des informations qui sont des informations sensibles. Et pour des gens qui sont encore là, ou dont la famille est on va dire, encore là, enfin les descendants directs, ça peut être, la lecture des archives, ça peut être un peu gênant parfois. Donc c'est soumis à autorisation spéciale. Alors pour ce qui est du microfilmage, bon, on a effectivement, les Indiens ont largement microfilmé les archives françaises, ce qui est normal, puisque en fait cette histoire elle peut être écrite en français dans les archives françaises, mais elle reste quand même une histoire partagée, et donc les Indiens ont tout à fait le droit d'un regard sur ces archives. Donc la direction des archives a facilité le microfilmage. Il faut voir aussi que, bon, pour ceux qui s'intéressent à la recherche sur ces domaines, les archives françaises d'Aix-en-Provence ont une politique très libérale, c'est-à-dire que les chercheurs indiens ou autres, souvent ceux qui viennent de loin, ont la possibilité de photographier intégralement ce qu'ils demandent. C'est un des seuls centres d'archives que je connaisse qui autorise une chose pareille. Et c'est ce qui m'a permis, moi, de faire ma thèse avec Jacques Weber, tout en restant enseignant ici. Sinon, évidemment, les choses n'auraient pas pu se faire. Il y avait beaucoup trop à voir. Et grâce à cette politique très libérale de photographie des documents, j'ai pu le faire. Et donc, par ailleurs, effectivement, on peut consulter les archives françaises aussi à Delhi sous forme de microfilm. En effet. So, in fact, he says that he has consulted a lot of very older documents from the 18th century, which he had no problem getting to. The reason why there are some parts of the archives which are not accessible to everybody is because they must be recent, they must be concerning things of recent history. For example, political history or judicial history of probably from the time when there was the transfer of power, etc. Evidently, sometimes some documents are classified in order to protect those people who were implied in these
decision making, and if they are not still alive, their families are there, and there is these are very sensitive documents which can have which can have a connection with those very people who were implied. Only those documents are classified, and the others are open to the public. And as he says, he could easily do his research, etc. Because this archives, the Aix-en-Provence archives, allows people to photograph material or to make even microfilms, which is something unusual, which not all archives allow. So on that note, we will end this evening's discussion and program. I thank you all for having come in spite of the bad weather. We were half thinking that we might have to postpone this event to another time if nobody turned up, but we are really very touched that so many of you did come. And I thank Raphael for having given this time. And so please, if you are interested in more information, this book is still available on Amazon and at Laboratory. Thank you very much. Thank you.